Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Vous êtes un des plus grands spécialistes de l'islam en France. Terreur dans l'Hexagone, votre nouveau livre est un best-seller déjà. L'État islamique a publié une vidéo dans laquelle il menace notamment la Grande-Bretagne, présente 9 personnes comme étant les terroristes du 13 novembre en France. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ces nouvelles menaces ? C'est un peu la suite des attentats du 13 novembre qui, à mon avis, n'ont pas véritablement atteint les buts recherchés. Parce que l'objectif de Daesh ou l'État islamique, c'est de créer des situations de guerre civile en France et en Europe, considérées comme le ventre mou de l'Occident, où on aurait la population dite de souche qui ferait des pogroms et autres contre les musulmans en réaction aux attentats. Et les musulmans se regrouperaient d'ailleurs les plus radicaux. Oui, ça c'est un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu ces réactions-là. Pas du tout, non, justement, et notamment après le 13 novembre, l'immense majorité, la quasi-totalité des musulmans en France ont exprimé leur révulsion profonde envers les méthodes de l'État islamique, d'autant plus que, contrairement à ce qui s'était passé en janvier, en novembre, l'État islamique qui visait Paris, capitale de la dépravation, contre lequel ils avaient lancé leur razzia bénie, a tué tout le monde, y compris des jeunes musulmans, des jeunes chrétiens, des jeunes juifs, des jeunes athées, sans aucune distinction. Et donc, de ce fait-là, vous savez, le djihadisme terroriste a deux objectifs simultanés. À la fois, il faut sidérer l'adversaire, lui faire peur, le démoraliser, mais il faut en même temps recruter des partisans et recruter des sympathisants. Et autant en janvier, on avait eu un certain nombre de gens qui prenaient des distances par rapport à la manifestation du 11. Vis-à-vis de Charlie Hebdo, je ne suis pas des caricatures. Charlie, je suis Koulibaly, voire je suis Charlie Martel dans un autre extrême. Autant là, on n'a personne, on n'a vu nulle part sur le web, je suis Abaoud. Oui, mais alors, Gilles Kepel, que cherche l'État islamique avec la vidéo d'hier ? Justement, je crois, à se renforcer et à galvaniser les soutiens en disant on a triomphé, on va vous faire peur encore, etc. Mais le problème, c'est que c'est peu propre à rassembler encore des soutiens, me semble-t-il. Montrer des images de décapitation comme c'est le cas. C'est une sorte de fuite en avant dans l'horreur, dans le gore, si vous voulez. Et l'expérience montre que l'hyperviolence des groupes djihadistes, quand ils se coupent de la société, aboutit à leur échec. C'était le cas en 1997 en Algérie, quand le GIA a fini par égorger tout le monde et a été rejeté par la population. Ça a été le cas aussi avec Ben Laden, dont les attentats successifs ne servaient à rien, si vous voulez. Oui. Ça veut dire que donc c'est un signe de faiblesse aujourd'hui de l'État islamique, qu'il recule, comme le dit le gouvernement ? Alors, effectivement, il faut rapprocher ça des informations qu'on a par ailleurs, à savoir que sur le territoire du Daeshistan, si je puis dire, entre Mossoul et Palmyre, avec Raqqa comme capitale, des coups de plus en plus forts sont portés par la coalition militaire. On dit, c'est à vérifier, que les salaires des combattants de l'État islamique ont été divisés par 2 et donc il y a un certain nombre de difficultés sur le terrain, si vous voulez. Oui. Alors, pour cela, évidemment, ça s'est traduit par des attentats partout dans le monde, d'Istanbul à Ouagadougou, en passant par Jakarta. Ça passe par cette espèce de surenchère dans la violence qui est peut-être utile pour galvaniser les troupes en interne, mais dont l'efficacité pour trouver des sympathisants est tout à fait douteuse. Alors, on a vu la réaction de François Hollande, la détermination affichée de la France qui ne cédera pas dans le combat contre les terroristes. Oui, c'est pas seulement la France telle qu'elle est visée par l'État islamique comme nation mécréante, impie ou je ne sais quoi, mais c'est la France dans la totalité de ses composantes et dans sa diversité ethnique et culturelle qui réagit. Oui. Et ce qui m'a beaucoup frappé après le 13 novembre, par exemple, c'est que dans les rangs des musulmans de France, un certain nombre de ceux qui avaient été hésitants à se prononcer après le mois de janvier parce que ils étaient très désapprobateurs des caricatures de Charlie Hebdo par ailleurs, là, se sont prononcés avec beaucoup de force, en particulier en critiquant non seulement le djihadisme, mais le salafisme, même quand il n'est pas violent, qui met en place une sorte de rupture en valeur, une rupture culturelle totale par rapport à la société française ou aux sociétés européennes, opposée à la démocratie parce que, selon eux, ce n'est que la souveraineté d'Allah qui accourt et le démos, le peuple, c'est une idole,
opposés à l'égalité homme-femme parce que selon eux encore, les textes sacrés mettent l'homme au-dessus de la femme en tout, etc., etc., opposer la laïcité, bien sûr. Et donc, tout ça, on voit que, paradoxalement, les contre-réactions, les anticorps face à la propagande de l'État islamique, plus elle est violente, plus elle est gore, si j'ose dire, et plus ces réactions sont fortes. On entendait le patron des députés socialistes, Bruno Le Roux, dire que peut-être la binationalité, la référence à la binationalité ne figurerait pas dans la réforme constitutionnelle sur cette fameuse déchéance de nationalité. Oui, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée, cette déchéance de nationalité pour les binationaux, puisque quand on est français, on est français. Et justement, parmi ceux qui égorgent des gens sur les vidéos de l'EI, vous avez aussi des Français de souche convertis, élevés au cidre de Normandie ou à la crème fraîche. Et pourquoi eux, dans ce cas-là, ne seraient pas touchés, et ceux qui sont nés en France de parents nés en Algérie avant 62, donc qui sont doublement français par le droit du sol, eux seraient déchus. C'est un très mauvais signe à donner au moment où justement on voit cette unité de la société française par-delà toutes ses composantes face aux dangers terroristes. Je crois que c'est à la fois une erreur de psychologie politique de la part du gouvernement et que par ailleurs ça ne sert à rien puisque on ne peut pas expulser des gens par exemple vers l'Algérie si on les a déchus. Oui. C'est le cas de Jamel Beral qui est en prison parce que la Cour européenne des droits de l'homme va interdire leur expulsion pensant qu'ils sont en danger. Gilles Kepel, aujourd'hui, 2 cellules de déradicalisation ouvrent dans 2 prisons françaises, donc à Lille et au Nid. C'est une bonne chose, ça peut marcher? Alors l'incubateur carcéral, comme je le montre dans le livre, a joué un rôle très important pour répandre les idées de Daesh. Et l'un des principaux Français de Daesh, un franco-tunisien, Boubacar El-Hakim, ancien élève de l'école communale des Buttes-Chaumont, qui fait partie de la bande des Buttes-Chaumont, dans l'une des dernières livraisons de la revue en ligne de Daesh, dit « J'ai passé du temps en prison, ces salauds de mécréants nous ont fait souffrir, mais c'était formidable parce qu'on a pu répandre la bonne parole auprès des droits communs et en faire de futurs combattants. » Mais ça peut marcher, ces cellules de déradicalisation? En tout cas, c'est mieux que la situation actuelle, il n'y a aucun doute, parce que ça permet d'être au contact de ces individus, de mieux les connaître et pour un certain nombre d'entre eux, de les faire peut-être basculer. Et donc, quoi qu'il en soit, la prison, en principe, a pour objet la correction. Jusqu'alors, rien n'était fait. Au moins, cette expérience a le mérite d'exister. Oui. Vous parlez, dans ce livre, Gilles Kepel, de fractures parallèles entre, d'un côté, l'islamisme et de l'autre côté, la montée du Front National, notamment dans les banlieues. Qu'est-ce que c'est que ce parallélisme-là? Non, je n'ai pas parlé de parallèle. Il y a eu tout un débat là-dessus, et d'ailleurs de beaucoup de polémiques. On a vu que ça a énervé Marine Le Pen, évidemment, à ce bien moment-là. J'ai parlé de congruence, c'est-à-dire de ressemblance partielle entre des discours qui sont les discours, par exemple, de recrutement de la vidéo 19HH, qui est la principale vidéo de recrutement des djihadistes français pour partir en Syrie et en Irak, et d'autre part des réseaux identitaires qui, comme celui d'égalité et réconciliation d'Alain Soral, par exemple, construisent des visions du monde basées sur un sentiment obsidional, c'est-à-dire le sentiment qu'on est attaqué par des forces obscures, avec un complot gigantesque qui sera celui des mécréants d'un côté, celui des américano-sionistes, entre guillemets, de l'autre, et qui aboutira finalement à l'éveil, qui dénonce les médias menteurs, l'université menteuse, etc., et qui, dans l'un des cas, aboutit à un monde purgé de toute la mécréance, et de l'autre, un monde purgé de tous les allogènes. Ouais. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir comment, dans des crises, celles des sociétés occidentales aujourd'hui, les failles, la difficulté de l'inclusion, etc., il y avait des structures identitaires qui se mettaient en place. Alors, expliquer, ça n'est pas du tout excuser. Oui, ni justifier, c'est toujours difficile, oui. Pas du tout, non, c'est au contraire montrer comment les choses fonctionnent. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est montrer la genèse, c'est-à-dire la généalogie de ces mouvements. Ces mouvements d'aujourd'hui ne sortent pas de rien. C'est la 3e génération djihadiste. Oui, mais en faisant ce parallèle avec le Front National, Marine Le Pen avait posté sur son compte Twitter des photos d'atrocités en disant « c'est ça Daesh ». Oui, tout à fait, mais moi je n'ai pas fait de parallèle. J'ai indiqué les éléments de congruence. Si vous voulez, bien sûr, ce serait complètement idiot de dire que le Front National et Daesh, c'est pareil, ce serait une imbécilité. Et après, je ne suis pas sûr que, même si on est choqué, tweeter des photos de personnes décapitées, ce soit une attitude
très digne Oui. de quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême, mais ça c'est un autre débat. On voit aujourd'hui des intellectuels qui disent l'islamisme, le terrorisme sont des excroissances, ça va passer comme ça. On a lu des articles qui disaient ça. Oui, il y a toute une logique qui dit ça n'est pas du tout une question de salafisme. Au contraire, le salafiste, quand ils sont pacifiques, aide à mettre en place la paix sociale, lutter contre les dealers, j'en doute, hein, la criminalité. Et au contraire, finalement, c'est les brigades rouges aux brigades vertes, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle l'islamisation de la radicalisation. Ce sont les termes, par exemple, d'un Olivier Roy. Moi, je n'y crois pas du tout. Au contraire, il faut bien voir qu'il y a là un défi culturel d'une ampleur incommensurable avec ce qu'on a vu dans le passé, qui est lié aux mutations du djihadisme d'aujourd'hui et qui s'inscrit dans la relation très complexe que nous avons avec le Maghreb et le Moyen-Orient et qui aujourd'hui est exacerbée aussi par les drames du Moyen-Orient. Les gens partent en Syrie, c'est leur horizon d'attente. Et aussi au Moyen-Orient, on voit bien aujourd'hui comment la violence de la fracture entre chiites et sunnites, dans un contexte d'effondrement des cours du pétrole, qui va avoir des conséquences considérables pour l'Arabie saoudite, pour l'Algérie, etc. Mais tout ce phénomène dans un contexte. Alors quand on dit c'est simplement l'islamisation de la radicalisation circulée, il n'y a rien à voir, c'est surtout parce qu'on ne connaît pas l'arabe, on ne comprend pas les textes, et parce qu'on n'a jamais traîné en banlieue populaire, comme moi je le fais depuis 30 ans, pour comprendre comment évolue ce type de phénomène. Ça veut dire aussi que ce phénomène-là, sinon il y a une co-responsabilité, disent certains, de la société française dans l'islamisation, ça veut dire que c'est quand même un phénomène mondial, que la responsabilité, elle va bien au-delà de la société française. Je ne sais pas s'il s'agit de responsabilité, il s'agit de montrer comment certaines causes aboutissent à certaines conséquences. Le phénomène est mondial. Dans le cas français, on a quelque chose qui a à voir avec le passé colonial. Vous racontez tout ça dans ce livre, la jeunesse de ce djihadisme. Exactement. C'est Mohamed Merah tue les enfants juifs de l'école Ozar HaTorah à Toulouse le 19 mars 2012, c'est-à-dire 50 ans, jour pour jour, après le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Et des gens de sa famille se réjouissent, c'est le même vocabulaire que la vidéo de Daesh, d'avoir mis la France à genoux. C'est son frère, qui est très opposé à ces vues, qui le raconte dans le livre qu'il a écrit. Donc vous avez là quelque chose qui est très important à comprendre. Et si effectivement il n'y a pas de boulot dans les quartiers populaires, c'est pas ça qui explique ou qui excuse qu'on passe au terrorisme ou qu'on passe dans la rupture salafiste, mais si les savoirs qui sont transmis par l'école ne donnent pas de travail et ne permettent pas l'insertion dans la société, les valeurs qui vont avec ces savoirs seront d'autant plus rejetées par des individus qui vont trouver des horizons ailleurs. Oui, vous parlez de la marche des beurs, vous parlez de la chute du Parti communiste dans les banlieues, d'un certain nombre de phénomènes qui, tous ensemble, finalement, expliquent ce qui se passe aujourd'hui, cette terreur dans l'Hexagone. Il y a un certain nombre d'occasions manquées. Et je crois que là, la responsabilité de dirigeants politiques qui ont eu surtout une courte vue électoraliste en tête et qui n'ont pas anticipé, y compris les évolutions en profondeur de la société française, sont en cause. Et je crois aussi que le mépris total dans lequel l'université est tenue aujourd'hui par les gouvernements est responsable, parce que c'est nous, les universitaires, les enseignants, qui sommes les adultes au contact quotidien de cette jeunesse. Ça veut dire qu'il ne suffira pas de le dire comme le dit François Hollande, on a une armée en face de nous et on va faire la guerre. La guerre, elle est faite au Levant, en Syrie, au Liban. C'est d'ailleurs ce qu'incrimine Daesh dans ses vidéos. En revanche, sur le territoire national, il ne s'agit pas de guerre. Je crois que ça, c'est une erreur. Il s'agit de police, de renseignement, de comprendre pourquoi le renseignement a raté une marche, c'est-à-dire le djihadisme de troisième génération, ce djihadisme par réseau, par Internet, par vidéo, par les prisons. Et il s'agit aussi de questions d'inclusion sociale, j'en ai parlé. Et puis, il s'agit aussi de prendre la mesure exacte du défi culturel. Et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre « Jeunesse du djihad français ». Moi, ça fait 30 ans que je suis ces phénomènes, j'ai appris l'arabe, je connais ces milieux, et il me semble que c'est une pièce à verser au débat aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été notre invité. Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihadisme français, et donc publié chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.